Bonjour à vous tous. Nous recommençons donc le parcours d'histoire de notre diocèse que nous avions arrêté à l'époque de la Réforme protestante en évoquant la personnalité de Martin Luther, de Jean Calvin et de tous ceux qui ont lancé ce mouvement de réforme contre l'Église catholique, au début à l'intérieur et ensuite contre. Et donc, nous poursuivons cette étude. Et d'abord, nous réévoquons une réalité qui est quand même très, très difficile dans notre pays, c'est les guerres de religion, c'est-à-dire la guerre qui a opposé les protestants et les catholiques dans notre pays. On n'imagine pas à quel point la réforme protestante a été un bouleversement dans l'Europe, une fracture absolument profonde et qui a bouleversé tous les pays, n'est-ce pas ? Enfin, l'Allemagne en commençant, bien entendu, mais aussi l'Angleterre, mais aussi la France, puisque entre 1560 et 1593, on ne sait pas trop si la France va devenir catholique, ou si elle va rester catholique, ou est-ce qu'elle va devenir protestante. Il y a une hésitation. Traverser aussi tous les pays de l'Europe centrale, les Pays-Bas qui ont été divisés entre les Pays-Bas catholiques et les Pays-Bas protestants. Donc il y a vraiment une brisure complète de l'Europe dans la conséquence de cet événement. Alors regardons en France, puisque c'est tout près de chez nous et que ça influence bien entendu la Lorraine. Tout commence chez nous par ce qu'on appelle le tumulte d'Amboise, c'est-à-dire au printemps 1560, et c'est là quelque chose qui va peser très lourd sur l'histoire de France, le problème de foi, puisque c'est une question de réforme religieuse, en fait, est posé en termes politiques. Je m'explique. Une poignée de gentilshommes protestants tente en vain de s'emparer du roi François II pour le soustraire à l'influence du courant catholique et l'attirer dans la mouvance de la réforme. Mais l'entourage a eu vent de ce complot et font quitter Blois à François II, ainsi qu'à une partie de la cour pour Amboise. Et évidemment, cette tentative échoue, mais les coupables furent impitoyablement châtiés comme ayant attenté à la personne du roi, condamnés donc pour un motif politique de lèse-majesté. Peu à peu, malgré l'opposition de François Ier, le protestantisme va se constituer une certaine force en France, dans le peuple de la haute société, dans le peuple comme dans la haute société, et même dans l'entourage du roi. Ces personnes passées à la réforme sont des gens dynamiques, entreprenants. Ils se font craindre parce qu'ils ont aussi le soutien des Allemands et des Anglais, et que, d'une certaine manière, le roi Henri III est faible devant eux. Le climat aussi est difficile, et je parle du climat météorologique, parce que le pays, dans ces années-là, à partir entre 1569 et 1570, toute cette région, toute cette décennie, va connaître des hivers effroyablement froids. Pensez donc qu'entre 1569 et 1570, dans cet hiver-là, le Rhin et la Meuse sont pris dans les glaces de janvier à mars. Donc, il y a un climat, alors là, général, de division, de suspicion, de complot, voilà. Les guerres de religion commencent, une date précise, en France, le 1er mars 1562, par ce qu'on appelle le massacre de Vassy, donc tout près de chez nous, puisque c'est dans la Haute-Marne, et finissent le 13 avril 1598 par l'édit de Nantes, donné par Henri IV, qui va proposer la liberté de culte aux protestants dans le royaume de France. Entre 1562 et 1598, 8 vagues de guerres violentes vont avoir lieu, chaque fois conclues par un traité, qui est toujours jugé trop en faveur des protestants par la Ligue et insuffisant pour les réformer. Traité qui conclut un épisode guerrier, mais comme il insatisfait tout le monde, en fait, justifie le suivant. Et on a ainsi un rebondissement de guerre jusqu'à l'édit de Nantes de 1598. Ce qui complique les choses, c'est qu'Henri III est sans enfant. Le successeur selon la dynastie, en cas donc de mort d'Henri III, c'est Henri de Navarre,
qui lui est protestant. Et cette succession qui n'a pas encore lieu, mais qui est dans les mentalités, dans les perspectives, cette succession va créer deux France qui vont s'affronter, les protestants d'un côté et de l'autre la Ligue qui regroupe les forces catholiques sous la conduite des Guises, donc de Lorrain. Et l'Espagne va soutenir la Ligue et les princes protestants et anglais vont soutenir les protestants. Donc on a une fraction et la France devient en quelque sorte le lieu de l'affrontement des deux formes en puissance. Les morts tombent des deux côtés. Paris reste une ville complètement ligueuse, opposée en tout à Henri de Navarre, avec beaucoup de violence dans les propos, on n'imagine pas, dans les sermons, dans les discours, c'est extrêmement tendu. Pendant plusieurs années, on se demande de quel côté le combat va conduire. En 1589, Henri III, qui a assassiné les Guises à Blois, se trouve lui-même assassiné. Donc la succession est immédiate et Henri de Navarre lui succède comme Henri IV. Mais il doit reconquérir son pays ville par ville. Et la dernière sera Paris, la plus difficile. En même temps, et entre-temps, entre cette succession de 1589 et 1593, le moment du sacre d'Henri IV, et 1598, l'édit de Nantes, donc ça fait une décennie, Henri IV, jusqu'à 1593, discute avec les évêques de France et se prépare à renoncer au protestantisme et à redevenir catholique. Alors là-dessus, il faut expliquer les choses un peu en détail, même si ce n'est pas le lieu, puisque c'est l'histoire du diocèse de Nancy et pas de la France. Toutes les histoires qui racontent que Henri IV s'est rallié au catholicisme comme par opportunisme, je leur conseille de lire très scrupuleusement les minutes des rencontres qu'il a eues pendant plusieurs mois avec les évêques de France sur les questions théologiques qui séparaient catholiques et protestants. Et je souhaite à tous ces contradicteurs d'avoir la science théologique d'Henri IV, sa manière très personnelle de connaître les Écritures, de les expliquer et de discuter avec les évêques quasiment à égal sur les questions théologiques. C'est donc une préparation non pas légère et protocolaire, mais c'est une préparation extrêmement sérieuse, extrêmement précise, avec des débats serrés, pleins d'humour aussi, car Henri IV en déborde, mais tout de même très présent. Et le sobriquet qu'on a mis à Henri IV, Paris vaut bien une messe, et comme toutes les paroles dites historiques, une parole qui n'a jamais été prononcée. Henri IV est arrivé pratiquement à une adhésion complète au mystère chrétien tel que l'expose la théologie catholique. Et pour les quelques questions plus secondaires sur lesquelles il reste réticent, à un moment donné, il dit, eh bien, je ne comprends pas pourquoi, mais j'adhère puisque vous y adhérez et que j'adhère au reste. Et c'est comme ça que se conclut la fin des entretiens, et ce qui fait que les évêques de France lui accordent le 25 juillet 1593 le pardon et le réintègrent dans l'Église catholique. Il est sacré à Chartres le 27 juin 1593 et entre dans Paris seulement le 22 mars 1594. Les évêques de France ont un petit doute s'ils ont le pouvoir de pardonner et de recevoir l'abjuration d'Henri IV, et donc ils demandent au pape de confirmer cette absolution, et le pape donne confirmation le 15 septembre 1595. Ça a été un petit peu difficile à Rome parce que les Espagnols, n'est-ce pas, avaient un peu circonvenu le Saint-Père pour s'opposer à cette réconciliation d'Henri IV, car ils espéraient pour une part hériter du trône de France. Et donc, il a fallu vraiment que l'entourage pro-français
de Clément VIII fasse voir les avis contraires. Dans l'entourage français, il y avait l'oratoire de Saint-Philippe Néri, car Saint-Philippe Néri était pro-français, il a expliqué au pape pourquoi. Baronius aussi, il y a eu vraiment un grand débat. Le pape avait peur que la sincérité d'Henri IV ne soit pas là, qu'elle soit simplement une abjuration politique. Et il a fallu du temps pour que, étant informé de la manière dont le roi s'était comporté dans sa préparation, il puisse dire que, de fait, il y a une sincérité politique qui permettait à Henri IV de reconquérir son pays. Voilà, ceci est quelque chose de très important, une guerre civile pour notre pays, il faut employer les mots réels. C'est des Français contre des Français, soutenus par des puissances étrangères, c'est la définition même d'une guerre civile. Chez nous, en Lorraine, les choses sont un peu différentes, mais elles ne sont pas plus faciles. Parce que le duc de Lorraine qui est un ligueur, se positionne très nettement comme un bastion catholique et veut justement empêcher son pays de verser dans le protestantisme. Alors, ce qui fait qu'il y a deux frontières difficiles pour un duc de Lorraine. La frontière est, puisque c'est commun avec les pays du Saint-Empire romain germanique et les pays protestants, et la frontière ouest, qui elle-même est aussi une frontière avec une partie protestante, puisque la Champagne, qui est donc la frontière immédiate, est une région qui a été beaucoup gagnée par le protestantisme. En fait, en Lorraine, seule la ville de Metz, qui est déjà française, elle est située dans le territoire, au milieu des territoires lorrains, mais elle est française, elle va accueillir la réforme protestante de manière significative. Elle va même devenir une citadelle protestante, malgré toutes les tentatives du magistrat urbain, entre 1521 et 1522, d'empêcher cette implantation. L'histoire du diocèse de Nancy avec Père Jacques Bombardier sur RCF. Cette forte implantation du protestantisme à Metz renforce la réaction catholique de la Lorraine qui ne laissera pas le protestantisme s'installer. Malgré tout, de petites communautés protestantes vont s'installer à Toul, dans la garnison française, à Saint-Nicolas-de-Port, à Saint-Hippolyte, dans l'enclave alsacienne du duché de Lorraine, mais l'Alsace est tout entière prise dans la lutte. Saint-Nicolas-de-Port, c'est, ne l'oublions pas, les marchands et les gens qui viennent à la foire et les marchands sont tous du Saint-Empire romain germanique, et donc il y a des protestants qui visitent et qui viennent vendre et qui viennent acheter. Mais aussi dans la région de Saint-Miel, de Bar-le-Duc, à Vassy, où a eu lieu le massacre des protestants demandé par les Guises, Nettancourt, et puis en Lorraine allemande, à Fénétrange, à Puttelange, à Diemeringen, il va y avoir là des petits endroits d'implantation protestante. Bien vite, le comte palatin du Rhin va fonder la ville de Phalsbourg et la ville de Lixheim, comme ville-refuge pour les protestants où la liberté de culte sera autorisée. D'abord, la réforme protestante touche violemment la Lorraine et le diocèse de Toul en 1525 par une menace de guerre. En effet, les protestants allemands de Souabe se sont soulevés, un peu sous la mouvance de Luther, qui pourtant les désavoue avec violence, contre l'Église catholique et contre les seigneurs, et la révolte est violente, puisqu'ils détruisent, ils pillent, ils brûlent tout sur leur passage. Et depuis avril 1525, ils menacent la région de Blamont et la région de Saint-Dié, plus au nord, dans le bailliage d'Allemagne, la région de Dieuze. Donc ils sont quasiment aux frontières de la Lorraine. Le duc Antoine alors se porte en mai 1525 à leur rencontre en Alsace pour protéger ces sujets. C'est ce qu'on appelle la guerre des Rusteaux. L'armée lorraine écrase les insurgés à Saverne et à Chervillers le 20 mai 1525. Vraiment, c'est un massacre terrible de ces paysans révoltés, mais pas du tout préparés à la guerre. À la suite
de cette réussite, qui va être chantée dans des poèmes par un grand poème qui s'appelle La Rusticiade, qui raconte cette histoire, cette guerre, et qui la raconte d'une manière épique, comme on le fait à la Renaissance, en imitant les écrits antiques. Dès lors, la Lorraine ducale va se comporter comme une terre catholique. Et en 1523, d'ailleurs, le protestantisme est interdit. Et on dresse un bûcher à Nancy, annonçant que ceux qui braveraient l'interdiction seraient condamnés. Bientôt, les protestants vont s'exiler. Ligier Richier, le sculpteur, et les protestants de Saint-Miel. À la fin du siècle, Charles III entrera lui-même dans la Ligue catholique dont j'ai parlé, dont les réunions auront lieu au Palais ducal de Nancy pour lutter contre l'accession au trône d'Henri de Navarre et briguer lui-même la succession du faible Henri III. Un véritable cordon sanitaire, pour reprendre une expression du professeur Thavenot, de couvents capucins va s'installer progressivement sur les frontières est et les frontières ouest de la Lorraine contre la pénétration des idées protestantes. Une région va devenir protestante officiellement, c'est la principauté de Salm, dont la capitale est à cette époque Badonvillers. Car en 1518, le Rhingrave, Philippe François, adopte la réforme, mais, contrairement à toutes les règles de l'époque, laisse la population libre de son choix. Donc une partie de la population de la principauté de Salm adhère à la réforme avec son prince, et une autre partie reste catholique, mais les deux communautés coexistent pacifiquement. En revanche, un siècle plus tard, ça va être un peu plus difficile. En 1623, le Rhingrave Philippe Othon est à Rome, en compagnie du cardinal de Lorraine. De retour dans son comté de Salm, il s'emploie à reconquérir au catholicisme la population protestante de ces États. Il reçoit évidemment l'appui du duc de Lorraine, François de Vaudémont, époux de Christine de Salm, qui envoie à Badonvillers Saint-Pierre Fourier, d'août à décembre 1625. Pierre Fourier est accompagné de 2 jésuites. Marie-Claire Thibon, qui écrit la sœur Marie-Claire Thibon, qui a écrit la vie de Saint-Pierre Fourier, dit « La mission entraîna des conversions en masse qu'il faut attribuer aux zèles des prédicateurs, mais aussi aux mesures rigoureuses prises par le prince, enjoignant aux protestants de s'exiler ou d'adjurer avant 1 an. Les réfractaires se retireront à Metz, Bâle ou Sainte-Marie-aux-Mines. » D'autres petites cités connurent aussi des communautés protestantes, par exemple Matincourt, qu'on appelait, quand Saint-Pierre Fourier y arrive en 1597, la Petite Genève. Riche des biens de la terre, où les relations de ces opulents bourgeois avec l'Allemagne et la Suisse avaient rapporté tous les errements et les corruptions des hérésies nouvelles, écrit dans son style inimitable Monseigneur Fourier-Bonnard dans la vie de Saint-Pierre Fourier. Mais aussi à Saint-Miel. En 1539, le duc Antoine réitère fermement l'interdiction de prêcher, diffuser ou même posséder des livres luthériens. Le grand sculpteur de Saint-Miel, Ligier Richier, syndic de la ville depuis 1543, et dont l'atelier est établi dans la cité barroise, lui aussi a choisi la religion réformée et fait appel au duc de Lorraine et de Bar, Charles III, en 1563, avec de nombreux autres bourgeois de la ville, pour demander la liberté de culte. Devant le refus ducal, toutes ces familles, pour la plupart, partirent à Genève, et c'est à Genève que Ligier Richier est mort en 1567. Il y a une présence étonnante et un peu amusante, si l'on peut dire, dans la bonne ville de Nancy, une présence protestante, en la personne de Catherine de Bourbon, née en 1559. Elle est la sœur d'Henri IV, et elle avait épousé, sans dispense papale, en 1599 à Saint-Germain-en-Laye, Henri de Bar, futur Henri II, duc de Lorraine. Elle était protestante et n'avait pas voulu devenir catholique avant son mariage. Elle arriva donc à Nancy avec un entourage princier tout entier protestant. Elle s'installa, pas vraiment à la cour, parce que Henri II n'aurait pas pu imposer ça à son duché. Il l'installa à la Malgrange, dans ce château
ce relais de chasse qui existait, qui devient un foyer protestant, où le culte était célébré chaque dimanche dans une grange du château, et c'est de là que vient l'expression la malgrange, la mauvaise grange. La mauvaise grange où on fait le culte protestant. En 1599, la duchesse organisera elle-même un colloque contradictoire devant Charles III, entre catholiques et protestants, Charles III qui est le duc régnant à cette époque, du comte de Vaudémont, du cardinal de Lorraine, ceci au palais ducal. On pensait qu'elle se convertirait à la suite de ces rencontres, mais il n'en fut rien du tout. La duchesse était, comme elle se l'est déclarée elle-même, inconvertissable. Elle avait fait graver cet adjectif au revers de sa médaille. La situation devint vraiment très difficile, très tendue. Elle mourut le 13 février 1604. Henri II, devenu ainsi veuf, épousa alors Marie de Gonzague, de la famille du duc de Mantoue, bonne catholique, et tout revint dans l'ordre. Peut-être devrions-nous dire, avant de passer à un sujet plus précis sur la réforme catholique, préciser tout de même un peu quelque chose sur Ligier Richier, qui est vraiment une très très grande figure de notre région. On vient de signaler son appartenance au protestantisme, mais toute l'œuvre de Ligier Richier est profondément marquée par sa foi. Sans que nous sachions très bien les modalités de sa formation, nous le trouvons dès 1530, sous la protection du duc Antoine, actif et maître sur d'importants chantiers princiers. Il travaille le bois, dont on a un témoignage, la pamoison de Marie à l'église de Saint-Miel, les calvaires de Briey ou de Saint-Étienne de Bar-le-Duc, mais surtout la pierre-telle calcaire, tendre, au grain fin, clair, aux veines rares, exploitée à Saint-Miel et à Sorcy. Sa patte de sculpteur sur pierre est dans un espèce de raffinage poli de la pierre jusqu'à donner l'apparence du marbre et la beauté très précise des visages et des drapés de tissu. On peut dire que la passion du Christ occupe une place principale dans la méditation de Ligier Richier par ses calvaires et par la résurrection qu'on appelle l'écorché de Chalon, de René de Chalon à Saint-Étienne à Bar-le-Duc, mais qui est une résurrection. Quand on connaît le prophète Ézéchiel, on voit très bien ce que représente Ligier Richier. Le retable de la Passion de la collégiale d'Aton-Châtel, le sépulcre de l'église Saint-Étienne à Saint-Miel, la pamoison de la Vierge dans l'église principale de Saint-Miel, la Pietà de l'église d'Étain, le gisant de Philippe de Gueldre à la chapelle des Cordeliers à Nancy. Enfin, vraiment une somme de splendeur et marquée profondément par la compassion pour le Christ et l'intériorisation de la passion dans tous les visages de ceux qui entourent le Christ au sépulcre, par exemple. Ligier nous livre sa méditation grave sur la passion du Christ, mais aussi, sans doute, avec le cœur et l'esprit assombris par ce qu'il vit, un peu à la manière de son contemporain, le peintre Matthias Grunewald, et le fameux retable d'Issenheim qui est exposé au musée Unterlinden à Colmar. À la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe, dans le climat d'effondrement européen, de guerre et de peur généralisée, apparaît dans notre région, comme dans beaucoup d'endroits en Europe, une vague de sorcellerie et de répression, une page très très sombre de notre histoire locale que nous évoquerons prochainement.